Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. La semaine dernière, il fallait vraiment être caché sous une roche pour pas entendre parler de cette fameuse étude de Gris Montréal qui révélait qu'il y avait vraiment une inquiétante montée de l'homophobie ou de la transphobie dans les écoles au Québec après un vaste sondage ou en tout cas un rapport qui aurait été fait vraiment dans l'ensemble de la communauté dans les écoles avec des données très inquiétantes. Alors, c'est très particulier ce qui s'est passé la semaine dernière parce que le GRI a rendu a envoyé un communiqué pour parler de cette étude-là. Les médias se sont emparés de ça, ça a été commenté, etc., etc. Mais là, il y a des gens qui se posent des questions sur les détails de cette étude-là. Pour en savoir plus, j'ai choisi d'inviter Marie Houzeau, qui est directrice générale du GRI Montréal et qui nous fait la gentillesse d'être en studio. Bonjour, Marie. Bonjour. On voit que vous êtes toujours prête à défendre votre point de vue et à le défendre en personne. Et ça, c'est très apprécié. Donc, beaucoup de gens ont commenté l'étude, mais dans le fond, personne ne l'a vu, cette étude-là. Personne ne connaît les détails de l'étude. Et puis, quand vous avez été sollicité en disant, ben, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, voir, vous dites que vous avez parlé à 37 000 élèves, c'est énorme. C'est quoi votre méthodologie? C'est quoi les questions exactes qui ont été posées? Là, on n'a pas vraiment de réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec cette étude-là, Marie? En fait, je crois que les gens qui connaissent un peu le travail du GRI connaissent déjà notre méthodologie. Donc, nous, on va dans les classes, ce sont des bénévoles qui vont répondre aux questions des jeunes sur base de leur vécu. Puis, parallèlement à ça, les jeunes remplissent un questionnaire avec des questions de la vie courante où ils seraient en contact avec des gens gays, lesbiennes, bisexuels. Donc, on leur demande, c'est la même question depuis 30 ans, là, est-ce que tu serais très mal à l'aise, très à l'aise d'apprendre que ta sœur est lesbienne, que ta meilleure amie est lesbienne, ou que deux papas ont un enfant, exactement. etc. Donc, ce sont les mêmes... Donc, les questions n'ont pas changé au fil des ans. Ce qui a changé, c'est le taux d'approbation ou de désapprobation. Ouais, on pourrait parler de niveau d'aise, en fait, leur confort vis-à-vis de cette situation-là. Mais Marie, vous nous dites, les gens savent, nous connaissent depuis des années, donc faites-nous confiance, notre méthodologie, elle est fiable. Oui. Bon, moi, je suis journaliste, et moi, on m'a toujours appris, if your mother says she loves you, check it out. Si ta mère te dit qu'elle t'aime, va vérifier pour savoir si elle dit vrai. Donc, j'aimerais vous croire sur parole, mais mon métier de journaliste me l'interdit. Donc, quand vous nous dites, on a parlé à 37 000 étudiants et on voit une montée fulgurante, moi, je demande quand même à voir la méthodologie, je demande quand même à voir le rapport. Et ça décrédibilise les résultats de votre enquête si vous ne donnez pas les résultats, si vous ne donnez pas accès aux questions, à la formulation. Vous comprenez pourquoi? Oui, bien sûr. Alors, l'accès à la formulation des questions, il est déjà là. Notre questionnaire, il est tout à fait public. Il est sur notre site Internet. On a déjà fait des rapports longitudinaux qui montrent les questions. Et pour ce qui est de cette étude-là en particulier, le rapport va être disponible probablement au milieu de la semaine prochaine. Donc, d'accord. Aucun problème. Mais alors, si le rapport est disponible seulement la semaine prochaine, pourquoi avez-vous émis un communiqué la semaine dernière? Il me semble que si on a un rapport qui est si fulgurant, qui montre des données qui sont tellement probantes, ben, on attend que le rapport soit prêt, puis là, on dépose le rapport sur la table, et là, tout le monde est estomaqué en disant « Mon Dieu, les chiffres sont tellement inquiétants ». Là, j'avoue que votre méthodologie, elle me fait douter parce que vous ameutez les médias. Les médias ont très gentiment embarqué, mais là, en masse, vraiment les yeux fermés comme ça en disant « Ah bon, on les croit sur parole, le GRI ». Je suis désolée, mais si votre rapport est si fort, pourquoi vous le rendez public seulement la semaine prochaine? Bon, je pense que d'abord, la crédibilité du GRI, elle est établie depuis longtemps. Donc, ça, de ce côté-là, moi, j'ai aucune crainte. Alors, je vais juste... Oui, allez-y. Et puis, en fait, c'est aussi une question de calendrier. Donc, nous, on a décidé de sortir les chiffres en marge du colloque de la Table nationale des réseaux de l'éducation contre l'homophobie. Alors, on l'a fait à ce moment-là. Et puis, ça a été déjà dit que ce serait des résultats préliminaires et que le rapport suivrait. Donc, moi, je suis tout à fait à l'aise avec notre façon de fonctionner. D'accord. Et j'invite vos auditeurs, vos auditrices et quiconque voudrait creuser à regarder nos publications de la semaine prochaine. D'accord. Mais
Mais je maintiens quand même mon point, Marie. Quand on donne autant d'entrevues, quand on dépose un pavé dans la mare, je pense que ce pavé-là, il faut qu'il soit irréprochable, il faut qu'il soit probant, il faut qu'il soit documenté. Donc, j'ai un petit souci. Vous dites la crédibilité du gris ne fait plus de doute. Moi, j'ai déjà été porte-parole du gris il y a plusieurs années de ça. J'allais en effet dans les écoles parce que les gens qui sont porte-parole pour le gris sont pas des gens nécessairement issus de la communauté LGBT. Ils ne sont pas. Voilà. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est cette solidarité entre tous les gens de toutes les orientations. Par contre, il y a des gens qui disent que le gris a changé. Je vous cite quelqu'un qui écrit sur les médias sociaux. Rappelons qu'à son origine et avant qu'il ne soit hijacké, donc pris en otage par le très lucratif militantisme queer, le Gris Montréal était un organisme qui démystifiait l'homosexualité et la bisexualité pour combattre l'homophobie. Maintenant, pour des raisons idéologiques et financières, on adhère à l'idéologie du genre, on déconstruit le concept du sexe et d'orientation sexuelle. Le gris n'a plus de crédibilité. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent ça? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un changement. Au début, c'était... il faut être ouvert à l'homosexualité et la bisexualité. Maintenant, vous allez dans les écoles et vous parlez de yel, puis elle eux-mêmes, puis de personnes non-binaires, de cisgenres, de cissexisme. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'homosexualité, Marie? Alors, je ne suis pas sûre qu'on parle de tout ça dans les écoles. Donc, nous, notre façon de faire... Je l'ai devant moi. Ça, c'est un guide pédagogique à l'intention des enseignants. Donc, c'est pas ça que le gris fait dans les écoles. Ce que le gris fait dans les écoles, c'est d'envoyer des bénévoles. C'est sur votre site. Oui, je répète, c'est un guide pédagogique. Et c'est un guide pédagogique à l'intention des professeurs à la veille d'une visite de quelqu'un du gris. Non, pas forcément, non. Pas forcément. Ils peuvent l'utiliser s'ils le veulent. Mais les professeurs, ils enseignent où? Dans les écoles. Oui, mais vous dites donc, à la veille de la visite du gris. Non, mais alors, donc, le gris prend ces documents-là et les envoie aux professeurs dans les écoles québécoises. Vrai ou faux? Faux. Les documents sont disponibles sur le site du gris. Si un enseignant veut parler de ces questions-là avec ses jeunes, le guide pédagogique est disponible. Nous n'envoyons pas de documents. Il est disponible pour les professeurs qui voudraient l'utiliser, mais ce guide-là, partout, c'est la théorie du genre. Il n'y a pas que deux sexes, il y a une multiplicité de sexes, on peut être garçon ou fille, c'est trop restrictif. On dit aux professeurs, faites attention aux mots que vous utilisez lorsque vous parlez de ce qui fait les filles et les garçons. Ça s'appelle la théorie du genre. Donc, vous propagez la théorie du genre et vous la rendez disponible aux professeurs du Québec. Vrai ou faux? Alors, moi, ce que je vais vous dire là, c'est si vous voulez qu'on parle de ce que vous appelez la théorie du genre, ça va me faire plaisir de revenir. On va parler des questions de genre, ça va me faire plaisir. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on parle en fait de la montée de l'homophobie dans les écoles, dans les classes du Québec, qui est un problème sérieux pour des dizaines de milliers de jeunes qui vivent dans un environnement scolaire qui n'est pas sécuritaire. Donc, c'est ça, en fait, le drapeau qu'on lève ces derniers temps. Puis si on pouvait continuer à discuter de ça, je pense que ce serait important pour les protéger, en fait, et pour prendre soin de ces jeunes-là. Mais bien sûr que je veux les protéger, Marie. Là n'est pas la question. C'est juste que vous faites ce rapport-là qui nous dit il y a une montée pas juste de l'homophobie. On parle d'homophobie. Et de transphobie. On parle d'homophobie. Le rapport parle d'homophobie. Le rapport parle des questionnaires qui mettent en scène des questions par rapport à l'orientation sexuelle. C'est ce dont parle le rapport. Alors, pourquoi est-ce que dans les médias, tout le monde a fait un espèce d'amalgame et de dire c'est épouvantable parce que LGBTQIA+, c'est pas juste LGB. LGB, c'est lesbienne, gay, bisexuel. Tout à fait. Mais donc, alors, c'est tout l'éventail des lettres. Donc, ce que vous dites... C'est parce que les chiffres qu'on a sortis. Nous, ce qu'on dit, c'est que le niveau d'aise des jeunes, par exemple, sur une question, j'apprends que ma meilleure amie est lesbienne, on parle ici d'orientation sexuelle, a fortement diminué au cours des 6 dernières années. C'est ce que dit le rapport. Il dit aussi d'autres choses sur d'autres types de questions. Nous parlons de mise en scène de la vie courante qui mettent sur le devant de la scène l'orientation sexuelle, soit d'amis, de frères, de voir des manifestations d'affection en public entre deux hommes, de voir deux hommes ou deux femmes qui élèvent des enfants. C'est ce dont parle notre rapport. Alors donc, le rapport ne parle que d'homophobie. D'accord, parlons-en.
si le rapport, en effet, ne parle que de l'homophobie et qu'il y a une montée de l'homophobie, quand vous faites l'analyse, vous dites, parmi les éléments qui aident à ça, vous parlez, par exemple, des réseaux sociaux, de la montée du mouvement masculiniste. C'est vrai. Qu'en est-il de la religion? Parce que, on l'a vu à l'école Bedford, une propension des professeurs à être contre, à mépriser les homosexuels. Pourquoi, dans votre discours, vous ne parlez pas plus du côté religieux? Alors, c'est une bonne question, je dirais, en fait. Ah, bon, je suis contente quand même que vous finissiez par me dire que j'en pose une bonne. Non, ouais, parce qu'elle est liée à ce qu'on fait, bon, donc ça me rassure. Mais donc, en fait, la question, c'est est-ce qu'on aurait dû faire une conférence de presse pour dire que la religion peut être un frein au niveau d'aise vis-à-vis de la diversité sexuelle? Je pense que non, hein, c'est pas nouveau. Évidemment, c'est le cas. C'est le cas pour toutes les religions et nos recherches le disent aussi depuis longtemps, c'est-à-dire que le niveau de religiosité a un impact sur le niveau de confort vis-à-vis de la diversité sexuelle. Bien sûr. Bon? C'est pas une nouvelle pour nous, ça. On le dit depuis tout le temps. Par contre... Mais pourquoi ne pas continuer à le dire? Alors, je vais vous expliquer. Puisqu'en plus, il y a des preuves. Allez-y. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça n'a pas changé. C'est comme ça depuis qu'on va dans les classes. C'est un constat qu'on fait depuis longtemps. Je veux dire, il y a une présence d'élèves qui sont croyants. Encore une fois, toute religion confondue. Hein? Oui. Et pour un certain nombre d'entre eux, effectivement, c'est un facteur social qui a un impact sur leur niveau de confort. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le reste. C'est le reste. C'est les médias sociaux, c'est le masculinisme. Voilà. Donc, vous n'avez pas noté... La question est importante, Marie, je vais bien m'assurer que je la formule comme il faut. Vous n'avez pas noté que ce lien entre religion et homophobie, vous n'avez pas noté une augmentation de ça. Il est présent, il était présent, il est toujours présent. Vous n'avez pas noté d'augmentation. Alors, il y a une augmentation de la pratique religieuse. J'enlève la question de l'orientation sexuelle, d'accord? Je l'enlève. D'accord. Et quand on regarde le Québec de maintenant, il y a une augmentation de la pratique religieuse. Rien à voir avec l'orientation sexuelle. Il y a une augmentation de la pratique religieuse. Donc, forcément, il va y avoir un lien entre les deux, puisqu'on a établi que le niveau de pratique avait un lien sur le niveau de confort. Donc, oui, ça monte parallèlement, on peut dire, mais ce n'est pas indépendant. Donc, on ne peut pas dire, tout d'un coup, le niveau de malaise des jeunes dans les écoles augmente parce qu'il y a un niveau de pratique qui augmente de façon démesurée. Ce n'est pas cela. Et même, d'ailleurs, on est capable d'isoler. Enfin, je veux dire, là, on dit sur la question, j'apprends que mon frère est gay, ou mon meilleur ami est gay. On parle de 40% des jeunes qui sont mal à l'aise avec cette idée. Aujourd'hui, là. Aujourd'hui. Okay. Et avant, c'était? Et avant, c'était 2,5 fois moins. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on sait bien qu'il n'y a pas 40% de jeunes pratiquants dans nos écoles. On sait bien qu'il n'y a pas 40% de jeunes musulmans dans nos écoles. Tout le monde sait ça. Donc, on ne peut pas... Même si on mettait ça... Mettons ça le plus loin possible. On dit 100% des jeunes musulmans sont contre la diversité sexuelle. Ce qui est faux, hein. Je tiens vraiment à le dire. Oui. C'est complètement faux. Même si on dit 100% sont contre, il reste toujours bien... On a à peu près 8% de jeunes musulmans dans nos écoles. À peu près. Okay. Dans notre échantillon. Il reste toujours bien 32% qui ne le sont pas. Puisque 40% Donc, sont mal à l'aise. Comment explique-t-on qu'eux... Ben oui, mais il y a des évangélistes, il y a toutes sortes d'autres religions. Bien sûr, mais de toute façon, ça, je veux dire, c'est déjà établi. Je veux dire, c'est sûr que si vous êtes témoin de Jéhovah, si vous êtes évangéliste, forcément que la diversité sexuelle... Ça fait beaucoup de religions qui haïssent les gays. C'est pour ça que je déteste toutes les religions, Marie. Ben, j'entends ce que vous dites, mais c'est pour ça que c'est pas la peine de commencer à isoler une pour une autre. Je veux dire, la question de la religion, quand on la met en dialogue avec la diversité sexuelle, forcément, ça a un impact. D'accord. Mais ce que je dis, c'est que vu qu'on a vécu une année où il y a eu l'affaire Bedford et plein d'autres affaires à part l'école Bedford, je pense que tout le monde aurait dit, même si vous dites, ça fait des années qu'on le dit, puis mais que de dire que ce facteur-là existe encore, mais qu'à ce facteur-là se rajoutent d'autres facteurs qui sont les médias sociaux, les masculinismes. Parce que là, la façon dont ça a été interprété, c'est moi, maintenant, ce qui fait que les jeunes aujourd'hui au Québec sont homophobes, c'est à cause d'Andrew Tate puis à cause des influenceurs.
Alors, le portrait plus juste aurait été de dire un facteur historique qui a toujours été présent, qui est l'apport de la religion, se sont ajoutés de nouveaux facteurs qui renforcent et qui expliquent cette montée de l'homophobie. Alors, évidemment, chacun interprète comme il veut. Moi, je pense que la nouvelle, c'est de dire il y a des facteurs qui sont stables. Et puis, en fait, quand on voit une détérioration du niveau d'aise, on essaye de voir quels sont les nouveaux facteurs qui font en sorte que cette détérioration arrive. Ce qu'on constate, c'est effectivement une montée du discours masculiniste, une différence entre les garçons et les filles qui augmente par rapport à avant. Donc, les filles sont plus à l'aise et les garçons moins à l'aise dans des proportions encore plus importantes qu'avant. Et on constate aussi que, en termes de facteurs de protection, si je puis dire, par rapport à ce malaise, d'avoir quelqu'un dans son entourage qui fait partie de la diversité sexuelle, ça reste une façon de comprendre ces réalités-là et donc d'être plus à l'aise. Donc nous, ce qu'on dit, en fait, c'est comment est-ce qu'on élève nos garçons? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a des messages positifs vis-à-vis de la diversité, en fait? Et aussi, donnons des modèles. Puisque quand on connaît quelqu'un dans son entourage, on est plus à l'aise. Oui, mais en même temps, mais c'est quand même surprenant, Marie, parce que... Mais qui aujourd'hui, au Québec... Mais il y en a, évidemment, mais je veux dire, qui aujourd'hui, au Québec, est homosexuel et reste dans le placard? C'est la minorité, quand même. Ça, c'est vraiment... Je l'ai dit tantôt, je le dis encore. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Vous seriez surprise du nombre de nouveaux bénévoles qu'on a, qui sont des jeunes, 18, 22, 25 ans, qui nous disent, moi, je pensais que j'étais tout seul d'être gay, tout seul d'être lesbienne, tout seul d'être bisexuel. Je n'en avais pas dans mon entourage, on n'en parlait pas dans ma famille, je n'en connaissais pas d'autres. OK, mais là... En 2025. OK, mais excusez-moi, je vais revenir encore là-dessus. Le Québec change, le visage du Québec change. Il y a énormément d'apports de l'immigration. Oui. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y ait aussi parmi les néo-québécois, parmi les nouveaux arrivants, des gens qui viennent de communautés culturelles, qui viennent de pays où ils se sont fait dire, mais pendant des décennies, que tu es... Je pense à un pays, je pense au Maroc. Au Maroc, l'homosexualité est coupable de peine de mort. Si tu es un jeune... Oui. Au Maroc? Ah oui, ben je vous l'apprends. Ben j'apprends quelque chose à quelqu'un du gris. Okay, oui, mais il y a évidemment en Iran, on ne parle même pas. Ben, je veux dire, il y a plein de pays à travers le monde, ou plein de communautés où être gay, c'est absolument terrible. Mais dans certains cas, même en Russie, la Russie est profondément homophobe. Absolument. Donc, est-ce que c'est possible que justement, quand on est un néo-arrivant et un nouvel arrivant et qu'on vient d'une communauté ou on vient d'un pays où c'est... J'allais pas dire dans l'ADN, mais c'est dans la culture populaire de dire tu ne dis jamais que t'es gay parce que tu risques de te faire couper la tête. Oui. Ben, ça change quand même le portrait de vos sondages. Alors, c'est possible aussi que les gens viennent de ces pays-là ici parce que justement, ils pourront être eux-mêmes. Moi, j'ai des bénévoles qui sont marocains. Voilà. Oui. J'ai des employés même qui viennent de pays où l'homosexualité n'est pas... Mais c'est pour ça qu'on aime le Québec, parce que absolument. Justement, on n'est pas... Donc, on ne peut pas faire d'amalgame. Et par contre, mais je ne fais pas un amalgame, Marie, je ne fais pas d'amalgame. J'essaie de comprendre la réalité de justement quelqu'un qui, malgré soi, a été élevé dans une famille où, de génération en génération, on lui dit « les gays vont brûler en enfer ». Oui. Eh bien, en fait, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est possible. La question, le problème vient quand on fait des généralités. Parce que on a aussi des chiffres qui viennent de partout au Québec. Et on a des chiffres qui viennent d'écoles qui sont creux dans des régions où il y a zéro immigration. Où il n'y a pas d'immigration. Et il y a quand même, vous notez quand même une montée de l'homophobie, ce qui vous fait dire que, donc, ça... Mais c'est peut-être une montée d'autres religions Sophie, ou d'autres... Je voulais juste peut-être ajouter une question, parce que c'est une question qui revient vraiment souvent, qu'un auditeur nous a envoyé, que moi j'ai entendu à plusieurs reprises, qui est très simple. Mais là, tantôt, vous disiez, avant, ça a beaucoup monté, les gens ont maintenant beaucoup plus qu'avant, puis on se demande, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis quelqu'un qui dit, c'est-tu possible que le monde est juste écœuré d'en entendre parler? Puis là, il y a une espèce d'écœur en titre, puis là, c'est rendu que les gens sont frustrés. Ça. Oui. Eh bien, ça, c'est, encore une fois, merci à vos auditeurs, c'est une bonne question. Mais en fait, les droits humains, là, c'est pas comme la crème glacée, là. On peut pas dire, moi, j'aime la crème glacée au chocolat, mais j'en ai trop mangé hier, là, je suis écœurée, j'en mangerai plus pendant au moins 3 mois.
Ça, c'est pas ça. Hein. Les droits humains, c'est on est ouvert ou on n'est pas ouvert. Là. On est capable de comprendre qu'il y a de la diversité dans le monde, puis à un moment donné, on a construit notre vision du monde en fonction de ça. Puis c'est pas parce qu'on va avoir plus de représentants de cette diversité-là que tout d'un coup, on est écœuré. Ben, si vous êtes écœuré, ben, éteignez la télé ou que sais-je. Mais voilà, c'est pas de la crème glacée, là, les droits Non, mais humains. je comprends, mais en même temps, vous dites deux choses contradictoires parce que vous dites si vous êtes écœuré, fermez votre télé. Et en même temps, à la télé, on n'a jamais vu autant de personnages homosexuels. Oui. Et en même temps, vous nous dites, il y a des gens qui disent, moi, je regarde autour de moi et je vois aucune représentation des gays. C'est un peu contradictoire parce qu'on n'a jamais vu autant de représentation des gays au même moment où dans tu les dis publicités ça, au et même tout ça. moment où tu dis ça, il y a un commentaire qui rentre de Jean-Daniel de Rouen qui nous dit justement, on n'a jamais vu autant de personnes Dans gays les à séries la de fiction, télé. dans les Je ne publicités, dis pas dans le les contraire, mais documentaires. on parle des jeunes, par exemple. On parlait des jeunes tout à l'heure. Hein. Qui sont les jeunes qui regardent la télévision, par exemple? Il faut regarder aussi, quel public on analyse, où est-ce qu'ils vont chercher leur information. Je veux dire, si on met des représentations des personnes gays dans une série qui passe à la télé, je veux dire, les jeunes ne regardent plus la télé. Donc, c'est très important, encore une fois, de savoir qu'est-ce qu'on leur apporte comme information de qualité dans les écoles. Et c'est ça qu'on dit, en fait, nous, avec notre sortie, c'est de dire, il y a des dizaines de milliers de jeunes qui sont soit concernés directement, soit qui vivent dans des familles avec deux mamans et deux papas, qui vivent dans des situations qui ne sont pas sécuritaires pour leur apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je serais contente qu'on ait, finalement, au lieu d'une filière batterie, là, est-ce qu'on peut avoir une filière école? D'avoir une vision pour l'École du Québec, de savoir comment on va mettre en place des choses qui vont faire que tout le monde va pouvoir s'épanouir et apprendre. Écoutez, moi, je suis la première à défendre les droits des gays. Ça fait des années que je le fais. Ça fait des années que je dénonce les religions tout autant qu'elles sont, qui sont profondément misogynes et homophobes. Donc, je le dis, zéro tolérance pour l'homophobie. J'ai extrêmement hâte que le rapport détaillé soit rendu public, qu'on puisse l'analyser et on reviendra parler ensemble avec plaisir de vos outils que vous rendez disponibles pour les professeurs où vous réellement répandez la théorie du genre. Moi, ça m'agace. On en reparlera une autre fois. Merci beaucoup, Marie Houzeau. Avec plaisir. Vous êtes directrice générale du GRI Montréal et vous avez été très solide dans cette entrevue un petit peu confrontationnelle. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir.